Bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Mathilde Elbakri. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise PTB. Vous êtes aussi chef de file pour les futures communales à la ville de Bruxelles. Alors, évidemment, on va parler des diables et de cette réception, cet accueil un peu fou à la Grand Place, une espèce d'accueil même royal à la Grand Place. Tout s'est passé dans le centre. Mais quelle image vous gardez, vous, de ce retour des Diables Rouges au pays ? Moi, je garde une image d'une équipe ultra solidaire, ultra diversifiée, ultra multiculturelle et surtout un accueil plein d'émotions. On a vu quand même la grande place noire de monde Allez, moi je retiens aussi des joueurs hyper humbles, pleins d'humilité, qui en arrivant, la première chose qu'ils ont fait, c'est remercier leurs supporters en disant, je pense à Vincent Kompany qui disait, on n'a peut-être pas gagné la Coupe du Monde, c'est vrai, mais on a gagné le cœur des gens. Et je trouve que cette phrase est vraiment révélatrice de ce qu'ils nous ont fait vivre pendant cette Coupe du Monde. C'est vrai, mais enfin, tous ces gens sont des millionnaires quand même, ces joueurs de foot. Est-ce que vous ne vous dites pas, il faudrait peut-être un peu qu'ils contribuent davantage, même s'ils sont très populaires et qu'ils jouent bien ? Oui, c'est sûr, il y a sûrement du travail à faire. Après, je pense que, je sais qu'un Vincent Kompany soutient aussi certains projets à Bruxelles en termes d'accès au sport pour tous, etc. Et je pense que c'est un premier signal qui est positif, en tout cas. Non, mais souvent, certains disent, oui, c'est vrai, le foot est populaire, mais enfin, c'est tellement commercialisé, c'est du pain et du jeu, c'est fait pour calmer la foule. Vous ne tenez pas tellement ce discours-là. Vous dites quand même, il faut être enthousiaste quand la population s'enthousiasme aussi. C'est sûr qu'il y a un côté bling-bling, un côté ultra-marketing au foot, et qu'on a des superstars, etc. à ce niveau-là. Après, moi, je retiens aussi une équipe qui est profondément humaine, une équipe qui est, oui, je l'ai dit, diversifiée, multiculturelle, avec des francophones, des néerlandophones, des belgo-belges, des belgo-étrangers, etc. Et ça, je trouve que c'est aussi un message fort qui est envoyé à toute la Belgique. Et on a l'impression qu'ils s'amusent beaucoup ensemble. Oui, ils ont l'air, ça a l'air d'être des sacrés cocos. Alors, tant qu'on parle des diables et d'hommages, on va parler d'autres styles d'hommages. Il y a des grandes journées d'hommages ces derniers temps, à Bruxelles et ailleurs. Alors, je vais vous demander, parmi 3 hommages, à quel hommage vous auriez voulu assister ? Le premier, c'est les 100 ans de Nelson Mandela en Manneken Pis, c'était aujourd'hui. Le deuxième, c'est les discours honorant Simone Veil devant le Parlement européen, c'était aujourd'hui aussi. Et puis, il y a quelques jours, il y avait Annie Cordy, 90 ans, dans son parc de Laken. Alors, qui vous choisissez ? Alors, j'avoue que c'est... Un choix difficile ? C'est un choix difficile. Non, mais je pense certainement pour Nelson Mandela, qui était un militant... on le réduit souvent à un militant des droits de l'homme, mais en fait, ça allait beaucoup plus loin. Il a mené vraiment une lutte antiraciste, mais aussi une lutte de classe. Donc, il n'avait pas juste un discours les blancs contre les noirs, mais aussi un discours social, un discours de classe. C'est quelqu'un qui a milité aussi dans le Parti communiste, donc on le dit peu, on le dit trop peu, mais avant de rentrer à l'ANC, c'est quelqu'un qui a milité dans le Parti communiste, qui a aussi milité dans un parti qui était illégal. Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose à souligner. C'est pas évident en termes de développer un travail sous des conditions pareilles. Et ça reste effectivement un modèle pour beaucoup de luttes aujourd'hui encore. À travers le monde. Donc un modèle, Nelson Mandela. Alors, Bruxelles et les diables, l'accueil des diables, on en parlait, c'est aussi l'occasion de reparler de cette espèce de monstre du Loch Ness, et on en a déjà beaucoup reparlé, le grand stade. Est-ce que c'est le moment de relancer l'idée d'un grand stade par exemple, sur le lieu du roi Baudouin rénové, par exemple ? Je trouve que vous résumez bien, en fait, en parlant du stade comme du monstre du Loch Ness. J'avais déjà répondu à une question ici sur ce plateau. Moi, je trouve que la question, elle est surtout aujourd'hui, la priorité, elle est surtout sur l'accès au sport pour tous. C'est important dans une ville comme Bruxelles, dans une ville où les inégalités explosent, de développer vraiment des structures qui soient accessibles à tous nos jeunes, à tous nos enfants, etc. Et pour moi, s'il y a une priorité à mettre aujourd'hui dans le sport, c'est vraiment celle-là, parce que donc, pas de grand stade, pas besoin. Je suis pas spéciale. Oui. Je pense pas que c'est la priorité aujourd'hui à Bruxelles, vraiment. Okay. Alors, on parle de Bruxelles, c'est un peu la fin d'une législature des communales avec cette majorité PSMR. Et je voudrais savoir un peu quel code vous donnez à cette majorité PSMR. Je voudrais juste rappeler
qu'à Seraing, par exemple, le PTB a donné une très bonne cote au PS, là, qui est une majorité absolue, en disant ben, le PS fait du bon boulot à Seraing. Est-ce que le PS fait du bon boulot à la ville de Bruxelles? Mais on ne peut pas s'empêcher de retenir quand même que c'est une législature qui a été entachée par les scandales qu'on connaît, donc que ce soit avec le SAMU social, que ce soit avec le GIAL, que ce soit avec Néo, etc. Donc pour moi, c'est vraiment un des points qui reste, qui montre aussi qu'on est dans un système où on fait de la politique finalement pour s'enrichir personnellement et pas pour servir les gens. Donc c'est quelque chose qu'on dit souvent au PTB. Nous, on a fait le choix de servir les gens et pas de se servir. Et alors, vous connaissez mon dada pour le logement. Donc je pense qu'effectivement, en termes de bilan de la majorité, c'est catastrophique au niveau de l'accès au logement. Et on le voit particulièrement avec la question de Tour et Taxi. Donc, pour rappeler en 2 mots, on est face à un terrain, une réserve foncière gigantesque, plus de 370 000 mètres carrés, sur lesquels on pourrait, enfin c'est vraiment une opportunité pour, en tout cas, apporter certaines réponses à la crise du logement aujourd'hui à Bruxelles. Et le choix qui est fait par la majorité, c'est de donner les clés de ce terrain à une entreprise privée, un énorme promoteur immobilier qui va construire exactement 0 logement social là-dessus. Il va faire du logement moyen ou mieux. Et même pas de logement moyen, parce que finalement, c'est la régie qui va racheter à Extensa, donc Extensa qui est le géant immobilier, qui va racheter des logements pour en faire des logements conventionnels. Vous, en fait, vous êtes contre la gentrification, d'améliorer des quartiers pour en faire des quartiers un petit peu, qui ont un peu plus de valeur? Est-ce qu'on a raison d'opposer gentrification d'un côté et de l'autre, appauvrissement de certains quartiers? Moi, je suis surtout pour un Bruxelles qui soit accessible à monsieur et madame tout le monde. Et aujourd'hui, ce n'est pas le choix qui est fait. On met vraiment les classes populaires, on les met dehors de Bruxelles. D'ailleurs, encore tout récemment, il y a une étude qui est sortie qui montre que 30% des Bruxellois qui quittent Bruxelles sont issus des classes populaires. Aujourd'hui, on ne sait pas répondre à ces défis-là quand on sait que la majorité des ménages doivent consacrer plus de 50% de leurs revenus pour se loger. Les années précédentes, c'était les classes moyennes qui avaient quitté Bruxelles pour aller dans la périphérie. Mais pour ma question sur le PS, vous n'avez pas répondu. Donc je voudrais savoir maintenant, demain, s'il y a des majorités, est-ce que le PTB serait un candidat à une majorité avec le PS? La question, c'est surtout de savoir pourquoi faire. Si demain, le PS... Sur le principe, d'abord. Il n'y a pas de refus de principe, il n'y a pas d'opposition de principe. C'est vraiment pour quel projet politique on va se battre, pour quel Bruxelles on va se battre. Est-ce qu'on va se battre pour un Bruxelles pour tous? Est-ce qu'on va se battre pour revenir sur la question du logement, par exemple, pour plafonner les prix des logements de la régie foncière? Alors oui. Dans ces conditions-là, oui. Alors j'en viens au gouvernement bruxellois, où là il y a une autre majorité. Mais je suppose que le problème du logement, vous le retrouvez au niveau régional aussi. Donc la cotation ne doit pas être meilleure pour le régional que pour la ville? Non. Non? Non, définitivement pas. Alors, on va passer à vous disiez le logement est un de vos dadas, mais il y a un autre dada au PTB, ce sont les maisons médicales. Et au PTB, on croit dur comme fer que ces maisons médicales, ça doit se multiplier, qu'à Bruxelles, il n'y en a pas assez, qu'il y a trop de grands hôpitaux, de grands complexes hospitaliers, mais il faudrait une maison médicale par quartier. Donc d'abord, sur cette idée-là, en quoi une maison médicale par quartier va régler nos problèmes médicaux au moment où on lance ce plan santé à Bruxelles? C'est ça. Mais, premièrement, on ne croit pas dur comme fer. On regarde les constats et de là, on tire des conclusions et on a une analyse. Donc, à Bruxelles, il y a plus de 22% des Bruxellois qui doivent reporter leurs soins de santé pour des raisons financières. Ça, c'est la situation à Bruxelles. On est dans une situation aussi, et ça, c'est les études qui le montrent, que le manque de structures de proximité pousse les gens vers les urgences et vers les spécialistes. Et donc, créer une maison médicale par quartier, c'est win-win. C'est bon pour les patients, mais c'est aussi bon pour les spécialistes qui, dès lors, pourront se concentrer sur les problèmes les plus importants, les plus complexes, ce pourquoi ils sont quand même formés, et c'est aussi ce qu'on attend d'eux. Mais pour ces maisons médicales, ça fait beaucoup sur Bruxelles, hein, si on en crée une par quartier. 200, 250 250 à 300. C'est énorme. Est-ce qu'on aura assez de médecins? Parce qu'on se plaint, on n'a pas assez de médecins. Les médecins veulent
pour beaucoup ne veulent plus tellement être généralistes. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour créer ces maisons de quartier, en dehors de l'aspect purement financier? Mais donc, l'idée principale, c'est de répondre à un problème et d'amener une solution. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà été récemment aux urgences. Le temps d'attente, c'est 2, 3, 4 heures avant de voir un médecin si j'arrive aux urgences. Idem pour les spécialistes. Si je veux un rendez-vous chez l'ORL, etc., ou chez le gastro, je dois attendre parfois des mois pour des problèmes qui peuvent être très urgents, très aigus. Et donc, ça, c'est dû au fait aussi qu'il y a un encombrement. Et donc, la proposition, et ça, c'est l'idée avec la création d'une maison médicale par quartier, c'est d'échelonner les soins de santé. C'est positif aussi parce qu'on sait, premièrement, en termes d'accessibilité financière, donc l'objectif, c'est que le patient, enfin, c'est le principe de la maison médicale au forfait, le patient ne doit pas payer sa consultation. C'est un contrat entre le patient, la maison médicale et la mutuelle. Ça pousse aussi le patient d'aller toujours chez le même médecin et donc ça améliore la qualité du suivi médical, ça améliore vraiment le travail médical qui est effectué par le médecin parce qu'il connaît votre historique médical, il a votre dossier, il reçoit tous les rapports des analyses qui sont faites, etc. Mais c'est aussi meilleur, oui, pour la qualité des soins, ça, il y a des études qui le montrent, mais aussi en termes de prévention. Donc, on sait que dans les maisons médicales, le travail de prévention est beaucoup plus élevé en termes de prévention pour le cancer du sein, prévention du cancer du col de l'utérus. C'est-à-dire on y va plus... Vous voulez dire qu'on y va plus facilement. Donc, du coup, on peut participer à des opérations de prévention. Mais il y a aussi le point financier. Vous critiquez, dans la résolution que vous avez déposée, vous critiquez l'argent, finalement, que les autorités publiques donnent, que la région donne, pour aider des complexes hospitaliers à s'installer. Oui, le dernier exemple, c'est Chirec. C'est ça, Chirec. Donc, il faut savoir que Chirec, c'est l'hôpital le plus cher de Belgique. On a en moyenne 176% de suppléments d'honoraires, c'est énorme. Et pourtant, le gouvernement fait le choix de financer cet hôpital. Si on prend le financement qui a été alloué à Chirec et New Border, on est environ à plus de 100 millions d'euros. Avec cet argent, en fait, on pourrait l'investir dans la création de maisons médicales de quartier, ce qui est aussi bénéfique pour le personnel de santé. Et l'étude dont je vous parlais tantôt montre aussi que les jeunes médecins généralistes préfèrent travailler en groupe. Premièrement parce que ça améliore le travail, il y a un travail multidisciplinaire qui est fait, mais aussi parce que c'est plus facile pour un médecin d'avoir une prise en charge du patient qui est une prise en charge d'équipe, une prise en charge multidisciplinaire. Et vous avez l'impression que c'est la vision du futur de dire plus de grands complexes hospitaliers, mais plutôt ces maisons quartier par quartier? Alors, on n'oppose pas maison médicale et hôpital, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut que les hôpitaux, les spécialistes remplissent leur mission première. Et donc, beaucoup, et ça on ne le sait pas, et beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a beaucoup qui peut être pris en charge par le médecin généraliste, que ce soit en termes de prévention, mais aussi en termes de suivi de toute une série de... Donc, on doit adapter notre politique de santé. C'est pour ça qu'il y a un plan santé. Donc, la discussion tombe bien maintenant au moment où on parle de ce plan santé. Mais oui, il y a un plan santé qui fait des constats avec lesquels on est d'accord, donc en termes d'inégalité d'accès aux soins de santé, en termes aussi de suroccupation des urgences ou des spécialistes, mais qui finalement n'apporte pas de solution concrète. Vous voulez qu'ils aillent plus loin, c'est ça? C'est ça. Merci Mathilde El Bakri. Demain, je recevrai Gaëtan Van Goatsenhoven. D'ici là, bonne soirée à tous. Au revoir.